Un point qui part au beau milieu des embrassades. Un joueur balayé au sol devant les caméras du monde entier. Un membre du staff qui gifle un champion du monde en pleine célébration. On n'est pas sur un terrain amateur un dimanche après-midi. On est à la seconde où l'Espagne vient de remporter la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine, au bout de 106 minutes de jeu et d'un but de Ferran Torres. Nahuel Molina fonce sur Rodri et le frappe au torse. Leandro Paredes s'en prend à Eric Garcia, puis fait tomber Gavi sur le bord de la pelouse. Roberto Ayala, adjoint de Lionel Scaloni, gifle carrément Dani Olmo. Carton rouge, enquête disciplinaire de la FIFA, images qui font le tour de la planète en quelques heures à peine, et cette scène-là, ce n'est pas juste une bagarre de fin de match. C'est, très probablement, la dernière image collective de la carrière internationale de Lionel Messi. Le sommet du football mondial se termine par des coups échangés à quelques mètres d'un trophée. Si vous suivez un minimum le football, ce genre de scène ne vous surprend qu'à moitié dès qu'il s'agit de l'Argentine. Et c'est précisément ce qui devrait nous interroger. Pourquoi elle, encore? Pourquoi toujours elle? 5 jours plus tôt à peine, à Atlanta, l'Argentine élimine l'Angleterre en demi-finale, 2-1. Le match est à peine terminé que Giovanni Lo Celso déploie sur la pelouse une banderole. Les Malouines sont argentines. Londres exige dans la foulée une enquête de la FIFA, dénonçant une violation du règlement qui interdit tout message politique dans une enceinte sportive. Le président argentin Javier Milei doit lui-même calmer le jeu publiquement, rappelant que les Malouines se récupèrent par la diplomatie, pas par des gestes de patriotisme bon marché. 2 polémiques, 2 matchs, une seule semaine. Un seul point commun, l'Argentine, encore et toujours, au centre de la tempête. Posez la question à un supporter français, brésilien, chilien, uruguayen, anglais ou néerlandais. Qui voulez-vous voir en finale pour avoir le plaisir de l'éliminer? La réponse tombe presque toujours pareille, et presque toujours en une fraction de seconde. L'Argentine. Ce qui est troublant, ce n'est pas qu'un pays ait des rivaux. Tous les grands pays du football en ont. Ce qui est troublant, c'est l'ampleur du phénomène et sa remarquable capacité à se renouveler, encore aujourd'hui, 18 mois à peine après le sacre de 2022. L'Argentine n'a pas un ennemi. Elle en a sur plusieurs continents à la fois, dans des styles complètement différents, pour des raisons qui parfois n'ont même rien à voir avec le sport. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi détestons l'Argentine ?» La vraie question, celle qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que cette haine généralisée, encore fraîche, révèle sur la mentalité de cette équipe ?» Parce qu'on va le voir, l'Argentine n'a jamais vraiment cherché à être aimée. Elle a bâti, consciemment ou non, toute son identité compétitive sur le fait d'être détestée. Et c'est peut-être exactement ce qui la rend si difficile à battre. Pour comprendre ce qui vient de se passer à New York, il faut d'abord remonter le fil. Parce que rien de tout ça n'est nouveau. Commençons par l'épisode qui a converti la France, un pays qui pourtant n'avait jamais eu de véritable ennemi dans le football, en adversaire juré de l'Albi-Céleste. Mais 2022, Kylian Mbappé vient de prolonger au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à TNT Sport, on lui demande qui sont, selon lui, les favoris du mondial à venir. Sa réponse va faire des vagues jusqu'en Amérique du Sud. Il explique que l'avantage des Européens, c'est de s'affronter en permanence à haut niveau, alors que le football sud-américain, lui, n'aurait pas encore atteint ce standard. Une opinion, formulée sans animosité particulière. Mais en Argentine, elle est reçue comme un affront. Lautaro Martinez répond publiquement que le jugement est injuste. Emiliano Martinez va plus loin, expliquant que Mbappé ne connaît pas assez le football pour se permettre ce genre de commentaires, puisqu'il n'a jamais évolué en Amérique du Sud. Sur le moment, l'histoire semble s'arrêter là. Une pique, une réponse, un non-événement. Sauf que 7 mois plus tard, l'Argentine et la France se retrouvent en finale de Coupe du Monde au Qatar. Et cette phrase, vieille de plusieurs mois, ressort de nulle part dans toute la presse argentine, la veille du match. Elle devient un symbole. Une motivation supplémentaire pour un vestiaire qui a besoin d'un ennemi extérieur pour se souder encore davantage. C'est là que la mécanique argentine commence à se dévoiler. Prenez une déclaration anodine, ressortez-la au moment stratégique, et transformez une petite phrase en énergie collective. L'Argentine ne subit pas la provocation. Elle la cultive, parfois même celle qui vient d'elle, pour se donner une raison supplémentaire de vouloir gagner. Et ce mécanisme, l'Argentine ne l'a pas inventé en 2022. Elle le pratique depuis exactement un siècle. Premier mondial de l'histoire. La finale oppose l'Argentine à l'Uruguay, à Montevideo. Les deux voisins se disputent tout depuis toujours. Le climat autour de ce match est si tendu que les milliers de supporters argentins qui traversent le fleuve en bateau sont fouillés un par un à leur arrivée. Les autorités confisquent des armes par centaines. Certains cadres majeurs de la sélection argentine renoncent même à disputer la rencontre après avoir reçu des menaces. L'Uruguay l'emporte 4-2. Au lendemain de cette finale,
Une foule s'en prend au consulat uruguayen à Buenos Aires. Presque 100 ans plus tard, ce classico du Rio de la Plata reste, statistiquement, le duel de sélection le plus disputé de toute l'histoire du football international, avec près de 200 confrontations officielles. Voilà le premier enseignement. L'hostilité qui entoure l'Argentine n'est pas née d'un scandale récent ou d'un joueur mal élevé. Elle est constitutive de l'histoire du pays. Le football argentin s'est construit en même temps que ses tensions diplomatiques les plus anciennes. Ce n'est pas une équipe qui a mal tourné un dimanche de juillet 2026. C'est une culture qui n'a jamais connu autre chose que l'affrontement permanent. Et cette culture, elle s'exporte à chaque frontière. À l'ouest, il y a le Chili. Une rivalité qui plonge ses racines dans un différend territorial vieux de plus d'un siècle autour du canal de Beagle, en Patagonie, un conflit qui a un temps menacé de dégénérer en guerre ouverte entre les deux pays. Ajoutez à cela le fait que le Chili a fourni un appui logistique au Royaume-Uni pendant la guerre des Malouines contre l'Argentine, et vous obtenez un terreau diplomatique franchement explosif. Sur le terrain, l'étincelle arrive plus tard, en 2015, quand le Chili remporte sa première Copa América à domicile, justement contre l'Argentine. L'hymne argentin est sifflé à chaque rencontre. Les véhicules immatriculés en Argentine sont pris pour cible dans les rues chiliennes. Vers le nord, il y a le Brésil, le classico continental par excellence, la rivalité sportive la plus pure des deux, simplement parce qu'elle repose sur la proximité géographique et la compétition pour le titre de meilleure nation du continent. En 1991, en finale de Copa América, un match reste gravé dans les mémoires. 5 cartons rouges, des joueurs au sol, des scènes de chaos généralisé sur le terrain. Ce jour-là, l'Argentine ne comptait même pas dans son effectif un jeune défenseur brésilien nommé Cafu, laissé au repos après avoir subi, 3 mois plus tôt lors d'un match amical entre les deux équipes, une faute d'une violence telle qu'il avait terminé sur civière. Et puis il y a l'Angleterre, où le football rejoint carrément la géopolitique, et qui vient justement de nous offrir son dernier chapitre en date. Une invasion britannique au tout début du 19e siècle, puis la guerre des Malouines en 1982, laisse une trace qui ne s'efface jamais vraiment sur le terrain. En 1966, après une élimination controversée de l'Argentine en quart de finale de Coupe du Monde face aux Anglais, le sélectionneur anglais de l'époque qualifie publiquement les joueurs argentins d'animaux dans la presse. 20 ans plus tard, en 1986, quart de finale encore, Diego Maradona inscrit 2 buts entrés dans la légende, la main de Dieu, et le but du siècle, littéralement décrit par Maradona lui-même comme une revanche symbolique contre l'agresseur anglais des Malouines. Et en juillet 2026, 40 ans après ce doublé légendaire, le même symbole ressurgit, porté cette fois par Giovanni Lo Celso sur la pelouse d'Atlanta, exactement comme on vient de le voir. Rien n'est vraiment réglé entre ces deux pays. Rien ne le sera jamais tout à fait. Prenez un instant pour mesurer ce qu'on vient de traverser. Uruguay, Chili, Brésil, Angleterre, France et maintenant l'Espagne. 6 nations, 6 histoires de haine indépendantes les unes des autres. Et pourtant, à chaque fois, on retrouve exactement le même schéma. Un différend qui dépasse largement le sport, ou une simple étincelle sur le terrain qui suffit à raviver des décennies de tension. Et l'Argentine, au centre, qui absorbe cette hostilité sans jamais chercher à l'éteindre. Alors on peut se poser la question suivante, et c'est peut-être la plus intéressante de toute cette vidéo. Pourquoi une équipe accepterait-elle d'incarner ce rôle, encore et encore, sur autant de continents différents, plutôt que de simplement chercher à apaiser les tensions? Une partie de la réponse se trouve dans un autre match resté comme le sommet de cette psychologie très particulière, le quart de finale du Mondial 2022 contre les Pays-Bas. Avant la rencontre, le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal glisse une petite phrase aux médias, expliquant en substance que Lionel Messi devient inoffensif quand l'Argentine perd le ballon. Le match qui suit devient l'un des plus tendus de l'histoire moderne de la compétition. 14 cartons jaunes distribués, une expulsion côté néerlandais. Et au moment de célébrer son but, Messi porte les mains à ses oreilles, un geste directement inspiré de Juan Román Riquelme, ancienne idole argentine mise sur la touche par ce même Van Gaal des années plus tôt au Barça. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque provocation répond précisément à une blessure ancienne, choisie avec soin. Près d'un an plus tard, Van Gaal ira même jusqu'à affirmer publiquement que cette victoire argentine avait été, selon ses mots, préméditée. Mais si ce match des Pays-Bas a longtemps fait figure de cas d'école, la finale de 2026, celle par laquelle on a ouvert cette vidéo, vient peut-être de le détrôner, et pour une raison très précise. Cette fois, l'étincelle ne vient pas d'une petite phrase d'avant-match. Elle vient de l'intérieur du duel lui-même. Selon plusieurs comptes rendus de la rencontre, c'est un échange verbal entre Nicolas Otamendi et Rodri, 2 anciens coéquipiers à Manchester City, qui met le feu aux poudres et pousse Molina à se précipiter sur l'international espagnol. Autrement dit, même dans la défaite, même après 120 minutes de jeu et l'élimination la plus douloureuse qui soit, l'Argentine ne débranche jamais ce réflexe de confrontation.
Il ne s'active plus seulement contre l'ennemi désigné d'avant-match. Il devient un mécanisme presque automatique, activable par n'importe quelle étincelle, à n'importe quel moment, y compris quand il n'y a plus rien à gagner. C'est exactement là que se niche l'insight psychologique central de cette vidéo. La plupart des grandes équipes cherchent à neutraliser la pression extérieure. L'Argentine, elle, la retourne systématiquement contre l'adversaire, jusque dans la défaite. Une petite phrase mal interprétée devient une raison de plus de vouloir gagner. Un geste de célébration devient un règlement de compte personnel. Et quand la victoire échappe malgré tout, la confrontation devient la seule chose qui reste à gagner. Et cette mentalité ne se limite pas aux plus grandes stars. Elle infuse jusque dans le rôle de joueurs entiers, dont la mission semble être, avant tout, de perturber mentalement l'adversaire. En 2021, lors des tirs au but d'une demi-finale de Copa América contre la Colombie, le gardien argentin ne se contente pas d'arrêter des ballons. Il parle à chaque tireur, avant même qu'il ne s'élance, cherche le regard, cherche la faille. Il finira par repousser 3 des 5 tentatives colombiennes. Ce n'est pas un accident. C'est une méthode, une arme psychologique délibérément déployée dans l'instant le plus sous pression du football. 5 ans plus tard, en juillet 2026, c'est le même gardien qui encaisse le but de Ferran Torres et qui referme, sans le savoir encore au moment où le ballon franchit la ligne, l'un des plus grands chapitres de l'histoire du football. Quant à Nicolas Otamendi, son style fait de fautes limites et de contestations permanentes envers l'arbitrage agace depuis des années au-delà même des frontières argentines. Et voilà qu'en juillet 2026, ce même joueur se retrouve, presque logiquement, au point de départ de la dernière polémique en date. Comme si cette réputation ne s'était jamais construite par accident, mais qu'elle finissait, un jour ou l'autre, toujours par se confirmer sur le terrain. Alors, à qui la faute? Est-ce que l'Argentine est simplement une victime collatérale de sa propre intensité compétitive, ou est-ce qu'elle a compris, bien avant tout le monde, quelque chose que la psychologie de la haute performance confirme aujourd'hui? Qu'une équipe qui a besoin d'être aimée pour donner le meilleur d'elle-même sera toujours plus fragile qu'une équipe qui a appris à se nourrir du mépris des autres? 3 Coupes du Monde. Une place en finale de Coupe du Monde encore en 2026, 4 ans après le sacre de Qatar. Ce palmarès ne s'est pas construit malgré la haine généralisée qui entoure cette sélection. Il s'est construit, en grande partie, grâce à elle. Même une défaite, même la dernière image collective de la carrière de Lionel Messi, n'aura pas suffi à faire dévier cette identité d'un seul degré. Parce qu'au fond, la vraie question que cette vidéo pose n'est pas de savoir pourquoi on déteste autant l'Argentine. C'est de savoir ce qui nous empêche, nous, d'utiliser cette même énergie. Combien de fois avons-nous cherché à faire taire une critique plutôt que de nous en servir comme d'un carburant? Combien de fois avons-nous voulu être appréciés au lieu de simplement vouloir gagner? L'Argentine, elle, a fait ce choix depuis un siècle et vient de le confirmer une nouvelle fois sous les yeux du monde entier, à quelques mètres d'un trophée qui lui a échappé de justesse. Et tant qu'elle continuera de le faire, le monde entier, qu'il le veuille ou non, continuera de lui offrir, match après match, exactement ce dont elle a besoin pour rester aussi forte. Une bonne raison de la détester encore un peu plus. Si cette manière de raconter le football et la mentalité des champions vous parle, abonnez-vous à la chaîne. On continue très vite à décortiquer ce qui sépare vraiment les grandes équipes de toutes les autres.